Salut! J'espère que vous allez bien, enfin on espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur on explique la vie d'un artiste et en quoi il a contribué à l'histoire de l'art. C'est parti pour Brancusi! Les amis, Constantin Brancusi, c'est un sculpteur et photographe roumain. Il est né en 1876 et mort en 1957. Pendant sa vie, Brancusi est reconnu comme étant l'un des pères de la sculpture moderne. Constantin est connu pour ses projets épurés et ses sculptures abstraites qui tend à chaque fois vers la forme la plus formelle, mettant de côté la représentation et les sculptures très complexes. La question qu'on va soulever aujourd'hui, c'est en quoi Brancusi a redéfini les codes de la sculpture moderne et en quoi il est le père de la sculpture aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter un petit peu Brancusi en plusieurs dates clés. Donc, la première que j'ai choisie, c'est celle de 1903. Avant 1903, Brancusi vivait en Roumanie. Et c'est en l'année 1903 qu'il choisit d'aller à Paris. Jusqu'avant, il était rattaché à l'école d'art en Roumanie. Et en 1903, il choisit d'aller à Paris à pied pour parfaire son éducation artistique. Et une fois qu'il arrive à Paris, il va rentrer à l'École nationale supérieure des beaux-arts et il va dans la foulée aussi créer son atelier qui est en fait toujours actuellement visible en face du centre Pompidou. Cet atelier donc est assez révélateur de l'art de Brancusi parce qu'il va y rester jusqu'en 1957, c'est-à-dire jusqu'à la date de sa mort. Donc cette première date, 1903, arrive à Paris, 1905, ouverture de son atelier. Deuxième date, ou troisième, comme on veut pour ceux qui chipotent, c'est qu'il va rentrer dans l'atelier de Rodin en 1907, mais il va y rester qu'un mois, donc c'est très court. Mais un mois, ça va lui suffire pour voir que, en fait, à l'ombre des grands arbres, il ne pousse rien. C'est la citation qu'il aura en fait à propos de son passage dans l'atelier de Rodin. Donc sachant que Rodin est le plus grand sculpteur de cette fin du 19e et du tout début 20e, un mois, il s'est vite rendu compte qu'il n'avait pas sa place dans l'atelier de Rodin parce que c'était un géant dans la sculpture et donc sa place était ailleurs. Troisième date, donc l'exposition à New York en 1913. Cette première exposition en fait qui permet à Brancusi de se faire connaître au-delà des frontières européennes. Il va être très critiqué justement pour l'aspect assez minimal, très poli, très matiériste dans le sens où il n'y a que de l'épure formelle. Ça va provoquer beaucoup de critiques de la part de tous les spécialistes de l'art à cette époque. Quatrième date, c'est l'année de 1918. En fait, c'est en cette année que Brancusi crée la colonne sans fin. Cette fameuse colonne en fait va être assez fondamentale dans la création artistique de Brancusi parce qu'elle permet aussi une évolution dans la pratique sculpturale de l'artiste mais aussi de ses successeurs parce que cette colonne sans fin va plus être posée comme toutes les autres sculptures sur un socle, mais elle va elle-même prendre place dans la pièce, elle va elle-même être présente, non plus présentée par le socle lui-même, mais présente parce qu'elle est là, plus présentée par le socle. Donc je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est un peu une révolution en fait à ce niveau-là parce que toutes les sculptures sont présentées sur un socle et avec la colonne sans fin. En 1918, il crée une rupture avec cette colonne justement. Où la sculpture devient le socle en même temps. Voilà. Il y a vraiment un ensemble qui est tenu voilà. en fait. La sculpture incorpore en sa forme le socle. Donc elle a besoin de rien du tout autre qu'elle-même. Elle se suffit. Ouais. Cinquième date, il s'agit de 1919 à 1941. Donc c'est un cycle artistique dans la vie de Brancusi dans lequel il va développer tout son programme de l'oiseau dans l'espace. En fait, il s'agit vraiment d'une recherche du vol, le vol de l'oiseau. Il essaye d'incorporer dans son objet sculptural cette sensation du vol et l'envol en fait, propre à l'oiseau, propre à cet aérodynamisme. La première œuvre de cette série, donc elle est de 1918 et elle s'appelle la Maestra. Et donc pendant toute la vingtaine d'années qui va séparer la première et la dernière œuvre de cette série, il va résumer un petit peu sa pratique à travers cette phrase je n'ai cherché toute ma vie que l'essence du vol. Voilà un petit peu le projet brancussien, si vous pouvez le résumer en une phrase, je n'ai cherché durant toute ma vie que l'essence du vol.
Vous l'avez compris, Brancusi est un innovateur, c'est un père de la sculpture moderne. Et on lui doit énormément de recherches au sujet du support, comme l'a dit Louis tout à l'heure. Ce qu'il recherche dans cette essence-là, c'est tout simplement de confronter l'œuvre d'art au socle et de proposer une expérience nouvelle à toute personne qui regarderont ces œuvres d'art pour essayer de faire participer la personne qui regarde. C'est-à-dire que si jamais vous avez l'occasion d'aller dans un musée et de regarder ces œuvres d'art, ces sculptures, vous allez parfois tantôt vous pencher, tantôt vous tourner, tantôt déambuler autour, ou alors pourquoi pas regarder très haut ou regarder très bas. À chaque fois, ces sculptures sont très propres à elles-mêmes et vont chercher à interroger sur les matériaux employés ou même sur la proposition de la sculpture elle-même. Comme les colonnes sans fin, ça va être quelque chose de très grand, au contraire de nouveau-né par exemple. C'est juste une sculpture ronde posée sur un plateau et c'est un mode de fabrication totalement différent. Bien sûr, Brancusi s'inscrit dans son époque et tout comme les artistes appartenant à une époque précise, il communiquait avec ses pairs, notamment comme Picasso ou Modigliani. Picasso et Modigliani étaient comme Brancusi à la recherche de nouvelles formes d'art, de nouvelles expressions et avaient tous des moyens différents de réussir à recréer des nouvelles images. Par exemple, Picasso, de son côté, s'inspirait énormément de l'art africain dans sa période cubiste. Et Modigliani, pour sa part, va essayer de tendre vers une universalité des portraits, des visages dans ses tableaux ou dans ses sculptures. Et Brancusi fait de même, il va tendre vers quelque chose de plus formel, de plus abstrait, pour se rapprocher le plus possible de cette matière, de cet équilibre et de cette harmonie. Alors, à propos d'une petite anecdote sur Brancusi qui peut faire un petit peu office de sixième date, c'est 1927, un moment où Brancusi envoie un des exemplaires de l'oiseau dans l'espace aux États-Unis. Ça va provoquer un petit peu un débat et ça va provoquer une grande césure dans l'art, notamment Natalia Hennig qui prendra cette date un petit peu comme la date qui va faire office de tremplin vers l'art moderne. Donc en fait, 1927, Brancusi essaye d'envoyer une œuvre qui est l'oiseau dans l'espace pour une exposition aux États-Unis. Le problème, c'est que la douane ne laisse pas passer l'œuvre parce qu'ils ne considèrent pas que l'œuvre est une sculpture. En fait, au lieu de classer l'œuvre comme un objet d'art, un objet sculptural, ils le classent comme un objet manufacturé. Et en fait, ils font ça parce que c'est comme si c'était un peu un règlement de compte, parce qu'en déclarant que la sculpture est un objet manufacturé, eh bien, les droits de passage de douane sont beaucoup plus élevés. Donc, en disant c'est pas une sculpture, c'est un objet manufacturé, eh bien, ils espèrent que Brancusi paiera beaucoup plus de douane parce que un objet manufacturé doit payer beaucoup plus de douane qu'une œuvre d'art. Pendant ce procès, Brancusi a eu l'aide d'énormément d'artistes pour témoigner à la barre, notamment de critiques d'art, de conservateurs d'art et aussi d'amis artistes, pour justement défendre le fait que son œuvre était bien une œuvre d'art et non un produit manufacturé. Et ce qui va être totalement dingue dans cette histoire, c'est qu'ils vont essayer de prouver que même si ça ne ressemble pas à une œuvre d'art, il y a l'intention que ce soit une œuvre d'art. Et du coup, ce qu'ils vont essayer de revendiquer, c'est qu'une œuvre d'art peut être une œuvre d'art tout simplement par l'intention de l'artiste. Et ils vont essayer de faire peser le fait qu'il faut prendre en compte le contexte derrière une œuvre d'art. Et non pas uniquement son physique, ce à quoi elle ressemble. C'est pas parce que ça ne ressemble pas à un oiseau, littéralement parlant, que ce n'est pas un oiseau. Si l'artiste prétend que c'en est un et qu'il l'a évoqué dans son contexte, dans son intention, à partir de ce moment-là, ça devient une œuvre d'art. Et c'est exactement ce qu'essaye de prouver tous les amis artistes, les conservateurs, etc., les critiques d'art au jury pendant le procès pour tout simplement essayer d'élever l'œuvre d'art au-delà de ce qu'elle est tout simplement. Cependant, il n'y a pas que des artistes sympas qui veulent aider Brancusi à s'en sortir face aux Américains. Il y a aussi des artistes qui vont être contre Brancusi, comme Robert Aitken, qui était en fait un sculpteur, un architecte américain, qui va totalement dénigrer toute la production artistique de Brancusi, mais aussi tout ce que charrie avec elle l'œuvre qui est mise en question, justement, qui est l'oiseau dans l'espace. Pour Robert Aitken, en fait, en voyant cette œuvre, il dit « mais je ne vois pas d'œuvre, je ne vois pas d'art quand je vois ça, je vois une hélice d'hélicoptère ». Donc en fait, on tombe là dans un traditionnalisme qui se confronte en fait avec la nouvelle vague qui vient d'artistes et la démultiplication des pratiques artistiques dans les années 1920. 1927,
sont deux écoles qui s'affrontent. L'école que représente Robert Aitken dans son plaidoyer, qui est une école traditionnaliste, fondée sur des préceptes encore, qui ont tendance à un petit peu engoncer la production artistique. Et de l'autre côté, la production de tous les nouveaux artistes qui émergent en fait à partir des années 1910, dont Brancusi fait partie, dont Picasso fait partie, dont Matisse fait partie, et qui tous à leur manière révolutionnent l'art et font basculer le monde de l'art de l'ancien temps au temps moderne, c'est-à-dire l'époque moderne, l'époque contemporaine. En 1928, le tribunal donne son verdict et accorde la faveur à Brancusi que son œuvre est bien une œuvre d'art. Du coup, ça va permettre aux États-Unis d'être beaucoup plus ouverts sur toute forme d'art abstraite qui vont arriver après par la suite sur leur territoire. Et ça va totalement donner une nouvelle ère à tout ce qui va être art abstrait, puisque ça va totalement légitimer le fait qu'une œuvre d'art abstraite est une œuvre d'art en fin de compte. Le juge va même admettre à Brancusi que sa tentative de représenter l'oiseau dans l'espace est bel et bien une belle représentation de l'oiseau dans l'espace, reflétant toutes les caractéristiques propres à une œuvre d'art, et va tout simplement être unanime sur cette décision. Cette anecdote illustre parfaitement les défis auxquels ont été confrontés Brancusi via ses œuvres d'art, ses sculptures. Et pour l'artiste avant-gardiste, c'est quand même une victoire parce qu'il a quand même réussi à légitimer l'art abstrait dans un territoire outre-Atlantique. Et c'est incroyable parce que ça a ouvert une nouvelle forme de marché de l'art sur ce pays. Ça a permis de légitimer toute forme d'œuvre d'art en fait, qu'elle soit physiquement ressemblant à une œuvre d'art ou pas du tout. Et ça va totalement révolutionner le cours des années 2000 parce que c'est l'ouverture à tous les projets, toutes les propositions de formes d'art. La vingtaine d'années qui va suivre, 1927, enfin la vingtaine d'années, va voir arriver Pollock. Aux États-Unis, Marc Roscoe, Frank Stella, tout ça, et toute cette nouvelle génération des années 50 va arriver et on peut se dire que ça aurait été différent. La réception aurait été sûrement différente s'il n'y avait pas eu ce procès-là pour mettre un avant-goût. Cette prise du territoire par les modernes. Moi, du coup, en conclusion, Brancusi était un père de la sculpture abstraite. Il a redéfini les codes et via son procès, il s'est rendu compte que il a réellement fait une place à l'art abstrait à partir du XXe siècle. Grâce à lui, les formes d'art ont pu être légitimes et il a été constamment tout au long de sa vie à la recherche de la matérialité à l'état brut, de la forme, de l'épuration, de la recherche de l'équilibre. Et c'est tout un ensemble qui forme les recherches de Brancusi. Même si toutes ces recherches un petit peu d'harmonie, d'équilibre, ou alors l'aspect formel, parfois la recherche formelle des œuvres peut paraître un petit peu traditionnelle, puisque dans les arts, la question de l'harmonie ou de l'équilibre est très présente depuis des centaines d'années. Le travail sculptural de Brancusi s'échappe en fait de toutes ces anciennes considérations parce que sa pratique allie à la fois une évolution dans la conception de l'harmonie et de l'ordre et de l'équilibre, et il évince des catégories stylistiques ainsi que des façons de faire, des façons de présenter en supprimant le socle par exemple, et aussi en étant dans une sorte d'abstraction entre le titre et l'œuvre en elle-même, c'est-à-dire être dans un objet abstrait mais qui est rattaché au réel par son titre. Finalement, l'abstraction de Brancusi, elle est abstraite étymologiquement parlant au premier degré, parce que l'abstraction en son étymologie veut dire tirer du réel. Donc les formes qu'il fait dans sa sculpture sont des formes tirées du réel, dans le sens où elles sont tirées de la matière et elles sont rattachées au réel par le nom que l'artiste leur donne. Voilà, c'est parfait. C'est trop fort. Écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés. Yes. Et on espère encore que ça vous a plu. Le prochain artiste, du coup, vous l'avez compris, c'est sur la lettre C. Donne 3 indices. Et on va donner 3 indices pour le prochain artiste. Narcissique. En deuxième indice, refusé. Troisième indice, nature. Parfait, là c'est parfait, vraiment. Normalement vous avez toutes les clairement pour trouver. N'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire, essayez de chercher à peu près. Normalement, si vous connaissez l'histoire de l'art un peu, vous devriez trouver. Narcissique et colérique, refusé et nature. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.